Alors, bienvenue à tous et à tous pour cette première conférence du Printemps de la robotique. Je vais commencer par remercier nos partenaires privilégiés, sans qui cette conférence ne pourrait pas avoir autant de visibilité. Alors, un grand merci à l'ANAP, aux ARTLH, à l'UMM de Lyon, à Mecalliance, Coboteam, Omron et Robotics Valley pour leur soutien pour cette édition du Printemps de la robotique. Merci beaucoup Lorena, merci Sacha aussi d'être présents aujourd'hui pour animer cette conférence. Et on va pouvoir du coup démarrer sur la première thématique qui est la logistique d'étage. Euh, on commencera du coup par un tour de table où je laisserai la parole à Lorena et à Sacha, puis on continuera du coup sur un format un petit peu plus de table ronde, un peu plus dynamique pour cette conférence, et on terminera par une session de questions-réponses. Pour ça, hésitez surtout pas, pardon, à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la conférence dans le canal dédié qui s'appelle Q&R. Donc, pour ne pas oublier vos questions, et on prendra bien le temps d'y répondre à la fin de la conférence. Merci. Et Lorena, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Lorena Speroni, experte à l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, sur le pôle logistique et achat. Merci à Sacha et à Meanwhile de nous permettre aujourd'hui d'aborder des sujets qui sont importants et qui nous engagent à l'ANAP, notamment la logistique des tâches. On a publié fin 2023 un guide sur la logistique des tâches, comment libérer du temps soignant. On a également publié un autodiagnostic sur la maturité de la logistique achat et divers outils pour vous permettre de piloter votre logistique avec le taux de service, le taux de rupture. Nous avons également marqué en 2023 notre engagement sur la robotisation et l'automatisation en co-organisant une journée en juin 2023 avec le RESA, où on a proposé plusieurs innovations, notamment Mimoy était présent l'année dernière. Pour nous, la robotisation et l'automatisation, c'est un vrai levier et on est très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore merci Alexia pour toute cette organisation. Merci Lorena et au travers de Lorena, merci à la NAP pour tout votre travail et l'aide que vous apportez au quotidien et votre soutien aux établissements de santé en France. Donc, je me présente, Sacha, je suis le président fondateur de la société Meanwhile et avec une trentaine pratiquement d'années maintenant d'expérience en robotique. Donc, la robotique, comme vous l'imaginez, est mon métier, mais encore plus encore ma passion. Je suis co-auteur du livre avec mon ami Patrick Monassier, 100 ans de robotique et l'humanité bordel, diplômé de Sciences Po Paris dans un master spécialisé impact du numérique sur l'humanité. Et au-delà de mon rôle de président directeur général au sein de Meanwhile, j'exerce au sein de différents conseils d'administration, dont le pôle de compétitivité méthodologique et le cluster Coboteam, avec cette notion de robotique qui m'est très chère, c'est-à-dire l'innovation for human, qui est notre slogan chez Meanwhile. Merci. Alors, quelques éléments sur le contexte. On ne va rien apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau national, on a des difficultés structurelles à recruter et à fidéliser dans tous les métiers de la santé. On se concentrera aujourd'hui sur les métiers liés à la logistique des tâches et aux soignants. Mais les établissements se mobilisent, notamment sur les aspects de la formation, de l'évolution professionnelle en interne, de la montée aux compétences en interne. On a vu le CH de Saumur proposer des opératrices aux activités support aux soins qui vont venir soulager les équipes soignantes sur les activités logistiques, administratives, hôtelières. On a également des postes de logisticien et logisticien d'étage qui émergent dans certains établissements où ce n'était pas forcément le cas. On sait que c'était déjà omniprésent pour d'autres et que ce n'est pas un nouveau sujet, mais on voit une certaine animation sur ce sujet-là. En 2022, on a vu un terme évoluer aussi au sein du Code du travail, la QVT, la qualité de vie au travail, pour agiter conditions, donc le développement de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est toutes les actions finalement qui permettent d'assurer la conciliation entre la qualité des conditions de vie et le travail des soignants. Alors, je reprends les mots de l'Association nationale des DRH. Je ne suis pas DRH, je n'ai pas prétention de l'être, mais elle explique que la qualité et les conditions de vie au travail concernent les conditions en tant que telles, mais également le contenu du travail.
et non les avantages décorrélés comme des viennoiseries le matin ou un baby-foot. La qualité est recentrée sur les pratiques managériales, le maintien durable dans l'emploi, les trajectoires professionnelles, mais également la conduite de transformation et les relations interpersonnelles. Pardon. Donc, ce n'est plus... Alors, le baby-foot, c'est super, il ne fait pas de mal, mais il ne faut plus résumer ça, il faut plus résumer sa stratégie de qualité de vie et de conditions de travail à ça. Et pour nous, la logistique des tâches et la robotisation sont des leviers stratégiques pour les établissements, car ils vont venir favoriser l'innovation, fidéliser les agents, prévenir les risques professionnels et pouvoir peut-être réduire l'absentéisme et les TMS. La logistique des tâches, de quoi parlons-nous? Comment la définissons-nous? Alors, la logistique des tâches, si on fait assez macro, ça permet d'optimiser un ensemble de tâches logistiques confiées à un acteur qui va les centraliser pour les traiter de manière mutualisée. Ça peut être une unité et plusieurs unités, ça dépend de la taille de votre établissement. In fine, on a un gain de temps. On a publié en 2023 un questionnaire pour du coup interroger les établissements au niveau national sur les questions de la logistique des tâches. On s'est rendu compte qu'un tiers des établissements de santé disposaient d'une fonction de logistique des tâches, ce qui peut paraître faible, mais elle est vouée quand même à s'étendre. On a une attente importante des soignants. 49% des répondants de ce questionnaire étaient des soignants. Ça envoie un message fort. Merci. Alors, de quoi parlons-nous? Et si on doit reprendre des points principaux, on centralise donc du coup, comme je vous l'ai dit, les flux logistiques, on les mutualise, on les massifie. On retient aussi encore une adaptation assez hétérogène et limitée selon la taille de l'établissement et la typologie de l'établissement. On a un gain significatif, si on parle d'indicateurs, jusqu'à 3 jours, 3 heures, de temps soignant qu'on redistribue pour être au plus près du patient. Un coursier pédestre peut parcourir 10 à 15 km par jour, ce qui est quand même énorme. Alors, comment on va venir le soulager? Et ben, peut-être en utilisant des AMR. On reviendra dessus sur leur rôle plus en détail ensuite, mais ils seront là effectivement pour parcourir les derniers mètres jusqu'à la livraison des services avec les produits qui sont essentiels pour son bon fonctionnement. Si on revient sur les innovations qu'on a présentées avec l'ANAP durant la journée robot automate en juin 2023, on a souhaité vous présenter 4 innovations principales. La première, c'est le distributeur automatisé de vêtements qui va gérer de façon automatique la distribution et la collecte de vos vêtements professionnels. On sait que parfois, c'est un sujet qui est assez compliqué, difficile, avec des animosités en interne. Et il va venir améliorer l'efficacité de ce flux-là, gérer l'inventaire de ces tenues et ainsi soulager et assurer un climat un peu mieux. Les étiquettes connectées, on les utilise pour la gestion des stocks. Elle va faciliter le déclenchement automatique de commandes quand votre stock a atteint un seuil préalablement calculé. Et on pourra également, avec ces étiquettes connectées, modifier toutes les informations relatives à l'étiquette, donc les dotations ou la référence ou le fournisseur, tout dépend de ce qu'on a inscrit dessus. Les microcapteurs autonomes en énergie, ces dispositifs vous permettent de tracer des équipements de façon précise, selon le niveau de précision désiré. On les utilise notamment pour des équipements critiques, par exemple biomédicaux, mais on peut aussi l'utiliser pour des chariots de médicaments, des armoires de linge. On améliore la réactivité quand on a un besoin et surtout, on peut mutualiser les ressources entre plusieurs services. La dernière innovation, mais pas des moindres, c'est le transport automatisé à l'aide des AGV et des AMR
qui vont donc du coup transporter de façon automatique nos marchandises et nos équipements d'un point A à un point B à travers l'hôpital. Et ça réduit du coup le travail manuel, car on sait que pour les équipes logistiques ou soignantes, tout dépend de l'organisation interne de l'établissement, tirer toute la journée, pousser des armoires, ça fatigue les corps et donc du coup, les AMR ou les AGV rentrent en jeu, rentrent en action et améliorent la fluidité des opérations logistiques dans votre établissement. Merci, Lorena. Il est nécessaire, à mon sens, de faire bien la distinction déjà entre les AMR et les AGV. Les AGV sont une technologie donc, beaucoup plus ancienne que les AMR, une quarantaine, bientôt une cinquantaine d'années, hein, finalement. L'AGV, son nom, donc, cet acronyme signifie véhicule autonome guidé. Donc, guidé, auparavant, il était guidé de manière, on va dire, physique, avec des lignes au sol, même au tout début avec des rails, pour tout vous dire. Maintenant, il est guidé de manière immatérielle. Cela étant dit, il faut bien comprendre que même si vous ne voyez pas de ligne tracée au sol, là, on le voit bien à l'écran dans l'exemple, et notamment dans la fenêtre de gauche, le robot, enfin, les AGV vont se comporter comme des trains, c'est-à-dire qu'ils vont suivre des lignes virtuelles et ne jamais sortir de leur ligne. Et donc, le fonctionnement est un fonctionnement très séquentiel qui fait que le système est ce qu'on appelle déterministe, ultra déterministe. On sait exactement à quelle heure va partir le module, à quelle heure il va arriver, combien de temps il va mettre pour parcourir son chemin et à quel endroit au millimètre près il va se trouver sans jamais dévier à droite ou à gauche. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois d'utilisation d'un AGV, généralement, vous avez les traces des roues qui commencent à apparaître au sol. Voilà. Donc, si l'on passe à la slide suivante, là, on parle plus d'AMR. Donc, l'AMR ne fonctionne pas du tout sur le même principe. Il fonctionne ce qu'on appelle grâce à un système qui s'appelle le SLAM, un algorithme qui s'appelle le SLAM Monte Carlo plus particulièrement. Et là, vous voyez par exemple sur la fenêtre de droite un exemple de deux AMR qui font ce qu'on appelle du main à main. Un des AMR d'ailleurs est équipé d'un bras cobotique. On va revenir à cette histoire de cobot. Et les AMR vont se déplacer, mais dans un espace, vraiment en occupant la totalité de l'espace. Et tout ça, naturellement, en totale sécurité. Et lorsqu'on dit, nous disons en totale sécurité, il faut comprendre ce qu'est un cobot. Donc le cobot ou robot collaboratif, hein, c'est la concaténation de ces deux mots qui a donné naissance au cobot, qui existe dans le laboratoire de recherche depuis 1996, mais que l'on a droit d'utiliser réellement, et on va revenir sur cette notion-là, depuis le milieu des années 2010, il a fallu attendre ce qu'on appelle les directives machines. Le cobot, lui, va permettre une collaboration avec les personnes qui l'entourent, avec un certain niveau de collaboration, d'accord. Alors, la non-collaboration, qui est donc là où la méthode avec laquelle travaille le robot, on appelle ça une cellule. Il y a vraiment une séparation physique entre un robot et la personne, et jusqu'à ce qu'une collaboration, c'est-à-dire que le cobot puisse être touché en fonctionnement par la personne. Et pour tout cela, il a fallu attendre effectivement 2010 et même quelques années plus tard que ce qu'on appelle la directive machine soit très claire sur le niveau de responsabilité de chacun. Donc je fais une petite digression pour que vous compreniez bien, parce que vraiment c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a quand même une histoire de pénal et de légal là-dessus. Et si on passe au slide suivant, vous voyez par exemple à gauche, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire en cobotique, d'accord. Donc le cobot, l'AMR, lui, fait partie de la famille des cobots. Et donc, vous voyez, le bras articulé que vous voyez là est effectivement un cobot, sauf que l'application, c'est-à-dire l'environnement dans lequel se trouve ce bras cobotique, lui, n'est pas du tout cobot, on va dire compatible, ce qui fait que l'opérateur qui est derrière la machine, effectivement, ne va pas avoir, on va dire, n'a pas de danger avec le bras articulé, puisque le bras articulé, lui, est sécurisé. Par contre, avec le pistolet à souder qui est au bout du bras, alors là, il y a un danger qui est énorme et qui fait que cette cellule-là n'est pas du tout cobotique et la personne qui travaille là
derrière, en réalité, n'a pas le droit de se trouver à cet endroit-là, pour tout vous dire. Si vous avez un organisme de sécurité qui passe dans cette condition-là, je n'ose imaginer la pénalité que l'entreprise, et notamment le chef d'entreprise, pourrait prendre. A contrario, vous voyez à droite sur l'écran donc des AMR, comme je vous le disais, qui font partie de la famille des cobots, qui eux ont été euh, intégrés dans les règles de l'art et dans le respect total des directives machines. Et donc ces cobots, là, sur le site là, que vous voyez, il y a une vingtaine d'AMR sur ce site-là, au milieu des collaboratrices et des collaborateurs. Et donc, tous ces modules-là sont totalement sécurisés, ce qui fait qu'ils peuvent être dans le même environnement que les opératrices et les opérateurs, et les opératrices et les opérateurs peuvent même toucher, pour tout vous dire, ces machines. Pour vraiment répondre de manière très claire à la question de quelles sont les différences entre les AMR et les AGV, une fois que vous avez ces notions-là de sécurité, effectivement de fonctionnement entre les deux en tête, les AMR donc, vont être sur ce qu'on appelle une navigation naturelle. Alors, comme je vous l'ai dit, les AGV vont être sur plutôt des trajets en sillon qui sont totalement définis. Donc, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. C'est que l'AMR, vraiment les avantages, c'est qu'ils ont vraiment une vraie capacité à éviter des obstacles statiques et dynamiques, y compris un enfant de 3 ans qui a échappé à la vigilance de ses parents dans un couloir du public. Il est donc réellement collaboratif puisque c'est l'AMR qui va faire attention à cet enfant de 3 ans et pas lui rouler sur ses petits pieds ou sur ses petites mains, naturellement. L'AMR est très flexible puisqu'on a la capacité de le reparamétrer très facilement et lorsque vous avez une modification de stratégie de transport, eh ben, la modification est simple et peu onéreuse. Donc, le coût de possession global, il est très intéressant sur les AMR parce que, notamment par rapport aux AGV, vous n'avez pas besoin d'une personne présente constamment pour piloter et contrôler les AGV, enfin les AMR, contrairement aux AGV, puisque le système est complètement autonome. Par contre, effectivement, attention, lorsque vous déployez des AMR dans votre établissement, il faut faire très attention. C'est pour ça que je me suis permis une petite discrétion tout à l'heure. Il faut faire très attention à la partie sécuritaire et être sûr que toute la partie sécurité est bien prise en compte et que le niveau de responsabilité n'est pas engagé, une responsabilité n'est pas engagée auprès du directeur ou de la directrice de l'établissement. L'AGV, lui, l'avantage, c'est que ces trajets sont totalement définis. Vous savez au millimètre près où passe l'AGV. Donc, vous avez une meilleure gestion du temps, puisque quand le GV va partir à 10 heures d'un service et que vous avez prévu qu'il arrive à 10h02 et 30 secondes, il va arriver à 10h02 et 30 secondes. Cela étant dit, attention, s'il y a un obstacle au milieu, il n'arrivera jamais, tout simplement. Et le coût de la machine, effectivement, est plus faible à l'achat. Par contre, attention au coût caché. Je reviens au coût total de possession. Il fait que, in fine, au bout de quelques années, la machine, enfin les machines, le fonctionnement des machines vous revient beaucoup, beaucoup plus cher. Sur les opportunités pour la chaîne logistique avec l'utilisation généralisée d'AMR, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il est important de le souligner, c'est la réduction de la charge physique pour les équipes. Il vient soulager physiquement les équipes sur le fait de tirer, de pousser, les chariots, les rôles. Si on parle d'AGV, pour les AMR, c'est surtout la réduction du temps parcouru dans l'établissement. Il y a aussi la réduction de la charge mentale, puisque pour un soignant qui doit se poser la question, est-ce que je vais bien être à l'heure à 9h30 pour déposer mon prélèvement au laboratoire ou aller chercher mes médicaments urgents en pharmacie, grâce à l'AMR, on l'envoie directement récupérer, et Sacha pourrait me le confirmer, la marchandise, le produit ou l'équipement. Il vient aussi pour optimiser les flux logistiques et les professionnaliser. Il vient fluidifier, optimiser la gestion de nos ressources et permet une gestion plus efficace, plus efficiente via la mutualisation des ressources d'un même service ou de plusieurs services. Il va aussi respecter l'exactitude et la traçabilité des livraisons. Le robot pourra nous garantir d'avoir le bon produit au bon endroit et au bon moment. Et ainsi, la précision des livraisons est une vraie force pour la satisfaction des services ensuite.
Sur la traçabilité, et là Sacha pourra me compléter aussi, le robot, on peut lui demander tout simplement une permission pour ouvrir avec des cartes professionnelles, pour sécuriser le flux, par exemple pour des chimiothérapies ou des poches de transfusion sanguine. Il va limiter les accès selon, par exemple, le grade de l'utilisateur ou le service, et il va nous permettre aussi de suivre dans un second temps qui a ouvert, qui a utilisé le robot, et on va être dans le respect des normes HAS. Il va aussi permettre de pouvoir standardiser les flux, parce que si on programme donc du coup des tournées, tous les acteurs qui sont en lien avec cette tournée-là vont devoir respecter le programme établi avec le robot, même s'il reste flexible, et c'en est une vraie force. Sur les deux derniers, auxquels on peut peut-être pas penser au premier abord, c'est l'attractivité des ressources humaines. L'introduction des AMR va venir améliorer la vie quotidienne, les conditions de travail, on l'a dit tout à l'heure, des équipes et des agents, des soignants ou des logisticiens, et donc du coup rendre le travail moins ardu et même plus gratifiant. D'avoir recours à l'innovation, c'est gratifiant en tant que collaborateur. Il va venir aussi participer à l'image de marque de l'établissement. L'adoption de nouvelles technologies innovantes, elle n'est pas encore répandue à tous les établissements français. Donc forcément, avoir recours à l'innovation, c'est positionner votre établissement comme leader innovant du secteur de la santé. Slide suivante. Comment présenter mon projet ? On estime qu'il y a 3 critères primordiaux importants. L'automatisation doit permettre de conserver une flexibilité dans votre établissement pour absorber et anticiper les fluctuations d'activité. Si jamais vous avez plus de prélèvements à déposer au laboratoire, l'automatisation, et notamment l'AMR, doit permettre de répondre à ce besoin-là. Il doit aussi permettre de traiter des volumes suffisants pour avoir quand même un investissement performant et rentable. C'est une question à se poser. Est-ce que j'ai assez de transport à mutualiser pour dire que mon achat ou ma location d'un AMR sera un investissement performant et rentable, mais ça a été prouvé. Il permet aussi, on vient juste de le dire, de mutualiser plusieurs transports d'un même service. Il va mutualiser sur une même solution plusieurs transports. Et la robotisation doit vraiment répondre à ce critère-là pour permettre et pour dire que votre investissement est rentable. Tout simplement, un robot rentable, c'est un robot qui tourne. On doit en maximiser les transports le plus possible. Sur les points indispensables, on en a compté plusieurs. Il faut inclure tous les acteurs de votre projet. Et quand je parle de tous les acteurs de votre projet, je parle bien des soignants, des équipes logistiques, mais également des services informatiques, des travaux si nécessaire, même si l'AMR, et c'est une force, est assez flexible et peut être utilisé dans beaucoup d'architectures, si je ne dis pas de bêtises, Sacha. Il permet aussi, il faut aussi, comme point indispensable, quand on a recours à l'automatisation, à la robotisation, du coup, on libère, par exemple, des logisticiens de faire certains transports. Mais à côté de ça, il faut que votre GPMC, donc votre gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, vous l'ayez en tête, car il va falloir redistribuer ce temps que vous avez gagné sur des missions que votre collaborateur pourra prendre en compte. On parle beaucoup de recentrer les logisticiens sur des activités à valeur ajoutée. Il faut identifier ces activités-là. Tout le monde ne peut pas faire toutes les activités de gestion des stocks ou de gestion de vos flux. Il faut identifier, c'est important, c'est un point indispensable.
Le troisième point indispensable, c'est d'examiner les détails du contrat de maintenance pour garantir une bonne gestion efficace de vos ressources à moyen terme, sur plusieurs années. Le dernier point indispensable, c'est le cadrage du projet et la planification des contingences. Il est important aussi de prévoir un plan B en cas de panne, en cas de problème. Si je n'ai pas mon AMR, comment je fais? Et ça arrive dès la phase de conception du projet. Il est important de poser tout de suite la question du plan B et de prévoir les procédures nécessaires. C'est bon, avec ça. Lorena, tout d'abord, je confirme tout ce que tu as dit auparavant, effectivement. Sans aucun problème, mais ce n'est pas étonnant vu, comme je l'ai dit en introduction, le travail qui a été fait sur ce sujet par la NAP. Un niveau d'expertise de la NAP maintenant est, on va dire, indéniable. Donc, comment acquérir des AMR? Je vais vous parler alors effectivement de comment acquérir les AMR et je veux me permettre d'attirer votre attention sur des points de vigilance, s'il vous plaît, puisque cela me semble important pour le porte-monnaie de votre établissement et faire en sorte que, effectivement, votre achat soit réellement efficient. Alors, déjà, il existe, si on parle de modes d'acquisition, 3 modes d'acquisition qui sont quand même assez standards, que vous connaissez, mais qui peuvent s'appliquer pour acquérir les AMR. Donc, l'achat direct, tout simplement, le crédit bail et la location, qui est plutôt une location moyenne durée. Et donc, j'y reviendrai pour vous expliquer pourquoi on parle de location moyenne durée. L'achat direct, comme pour le crédit bail, d'ailleurs, vous avez deux possibilités, que vous connaissez, qui sont soit l'appel d'offres, soit la plateforme d'achat. Tout à l'heure a été cité le RESA comme plateforme d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous trouvez des AMR sur des plateformes d'achat comme Lucap, le RESA et Uniachat depuis 6 mois maintenant. La différence entre ces deux systèmes, l'appel d'offres et les plateformes d'achat, je ne vous apprends rien, c'est le délai finalement après lequel vous aurez réellement les AMR en fonctionnalité dans vos établissements, puisque l'appel d'offres nécessite l'écriture d'un appel d'offres. Au-delà du temps, n'oubliez pas que vous allez devoir faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va vous coûter de l'argent. Alors, c'est très bien, ils ont un métier, ils ont une expertise. Cela étant dit, les plateformes d'achat ont déjà fait un travail quand même assez conséquent. Et si vous avez quand même une idée, on va dire, de ce que vous voulez réaliser au sein de votre établissement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire vraiment une étude de flux parce que vous l'allez faire en interne, vous pouvez très bien vous adresser directement à ces plateformes d'achat pour acquérir différents modèles de robots. Attention, tous les AMR ne sont pas disponibles et tous les modèles d'AMR, plus précisément, ne sont pas disponibles sur l'entièreté des plateformes. Donc, vous allez peut-être devoir choisir la plateforme en fonction des modèles qui vont vous intéresser. Le crédit bail, donc, de la même manière, vous pouvez passer soit par un appel d'offres, soit par des plateformes d'achat, celles notamment qui ont prévu ce principe. Je vous demande de bien faire attention à la distinction entre le crédit bail et ce qu'on appelle la location financière ou le leasing. Je rappelle également que le crédit bail, seul un certain nombre d'entités, d'institutions ont l'autorisation en France de faire réellement ce qu'on appelle un vrai crédit bail. Et je vais vous expliquer quand même la différence qui n'est pas négligeable entre un crédit bail et une location financière ou un leasing. Les nombres d'établissements, je crois, il y a une vingtaine ou une trentaine d'établissements. Vous voyez, ce n'est pas pléthore. Le crédit bail, donc, c'est un crédit qui vous permet, un crédit avec une possibilité d'achat in fine. Et ce crédit a la particularité plusieurs particularités. C'est que, il n'a pas d'apport initial. Donc, il n'y a pas un premier loyer ou un apport initial qui est surpondéré. Ce n'est pas un prêt bancaire. Et donc, du fait que ce ne soit pas un prêt bancaire au niveau comptable, il n'affecte pas la capacité d'endettement de votre établissement. Et ça, cela est très important, croyez-moi, pour la personne qui joue le rôle de directrice ou directeur administratif et financier au sein de votre établissement. La location financière, la principale différence avec le crédit bail est que
À la fin de la période de location financière de leasing, le montant de rachat du système, de la solution, si vous voulez le garder, n'est pas totalement défini. Et vous pouvez être amené, très probablement, à devoir, in fine, c'est-à-dire par exemple au bout de 5 ans, si votre location financière est de 5 ans, et si vous décidez de vouloir garder la machine, et ce que je vous invite à faire, puisque les machines par exemple, que nous proposons ont une durée de vie à minimum de 10 ans. Donc, il n'y a aucune pertinence à les renouveler au bout de 5 ans, sauf à vouloir dépenser de l'argent inutilement. Si vous voulez le garder au bout de 5 ans, ce qui va se passer, c'est que le prestataire financier va vous demander une compensation financière qui sera négociée au bout de 5 ans. Et donc, vous pouvez vous retrouver à payer, on va dire, une grosse partie que vous n'aviez pas prévue. Alors qu'avec le crédit bail, le montant in fine est gravé dans le marbre et généralement, il correspond à un montant entre 1 € symbolique, vous voyez, donc, presque rien, et 1% du montant de votre investissement. Donc, imaginons que vous ayez un investissement, on va dire, de 200 000 euros. Ah bah, au bout de 5 ans, une fois que vous aurez payé votre crédit bail, qui est à peu près le même montant qu'un crédit standard, en échange de 2 000 euros pour une solution qui en valait 200 000 5 ans auparavant, le système vous appartient et vous pouvez continuer à l'utiliser sans rien payer d'autre. En final, le dernier point, la location moyenne durée. Donc, c'est une solution qui est mise en place, alors par exemple par notre société, d'autres certainement le font. Cela vous permet de tester la solution pendant 6 mois. Alors attention, j'attire votre attention sur le fait que les mensualités sont bien plus importantes que celui d'un crédit bail, puisque vous n'êtes pas engagé au bout de 6 mois à acheter la solution. Cela étant dit, pour éviter que vous tombiez dans un piège de payer 2 fois finalement le système qui sera installé in fine chez vous, une grande partie de ce que vous avez payé en location est récupéré, vous le récupérez, devient une moins-value finalement sur le prix d'achat si vous décidez de garder l'installation telle qu'elle. Les cas d'usage, quand même c'est important, même si Lorena a commencé à évoquer certains sujets. Vous voyez, par exemple, les robots de Meanwhile équipent déjà une petite dizaine d'établissements ou sont en cours d'équipement. Donc, on parle déjà d'une dizaine de robots, de 10 robots sur 8 sites. À savoir que le premier robot qui a été installé il y a 5 ans maintenant. Et que l'établissement, en l'occurrence le CHRU de Nancy, est extrêmement satisfait de son robot. Et que, alors pour la petite histoire, nous avons 4 robots qui sont en cours de signature et vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux le CHU de Nantes qui a annoncé officiellement l'arrivée prochaine de 2 robots supplémentaires alors qu'ils ont déjà 2 robots. Les robots Meanwhile, pour que vous ayez une notion, si on inclut tous les robots Meanwhile qui ont été installés depuis la création de la société, c'est-à-dire en 2017-2018, ont parcouru 4 fois le tour de la Terre au sein soit des établissements de santé, soit de l'industrie. Quelques exemples, et notamment nos 3 premiers, on va dire, utilisateurs, qui sont CHRU de Nancy, de Nantes et de Cholet. Voyez-vous, ces 3 établissements utilisent le robot avec des modes de transport différents et qu'on peut mixer les uns avec les autres. Donc, soit des demandes manuelles où l'opérateur, via des boutons d'appel ou directement sur le robot, va faire des demandes manuellement, soit sur des demandes automatiques, c'est-à-dire que c'est un système d'information qui va faire des demandes au robot, donc des demandes qui peuvent être soit totalement automatisées, soit initialement partir d'une demande manuelle et qui sont automatisées in fine, soit le robot tout seul de lui-même va faire ce qu'on appelle des tournées de laitier, avec dire voilà, s'arrêter à tel endroit, tel endroit, tel endroit, attendre qu'il soit chargé, déchargé, et sachant que ce mode-là peut être avec ou sans horodatage, c'est-à-dire qu'on peut définir des horaires ou soit tout simplement le fait qu'ils doivent passer à un tel endroit, peu importe l'horaire, dans un sens bien particulier, dans un ordre bien particulier. Et tout cela, je vous le rappelle, tout cela, on peut le mixer parce que c'est justement l'avantage de ces AMR, c'est qu'ils sont totalement flexibles.
pour Nancy, Nantes et Cholet, je vous donne des exemples voilà, que vous avez à l'écran. Les robots transportent aussi bien des médicaments que des chimiothérapies, alors il faut prendre des médicaments, que des dispositifs médicaux, que des échantillons, et nous espérons prochainement transporter des poches de sang. Donc à chaque fois, effectivement, cela nécessite, notamment pour les poches de sang, vous imaginez bien, des particularités au niveau de fonctionnalités, et tout cela, donc, ce sont des fonctionnalités qui existent, soit existent déjà sur les robots, soit sont développées à la demande, et ce qui fait que lorsque vous devez transporter des poches de sang au sein de l'établissement, naturellement, l'EFS a son mot à dire et explique le processus complet auquel doit répondre le robot avec de doubles enregistrements, etc., etc. Et tout cela donc, est très flexible et très simple à mettre en place. Vous l'avez bien compris. Pour compléter sur l'acquisition, je vous encourage à profiter de toutes les opportunités pour acquérir de l'innovation, de la robotisation. Il faut essayer lors des schémas directeurs logistiques, mais également des plans d'investissement annuels ou pluriannuels, lors de projets de réorganisation, de nouvel hôpital. Il faut vraiment profiter un maximum de ces moments-là pour pouvoir budgéter l'innovation et l'ajouter. Il y a aussi le schéma directeur, c'est un outil assez intéressant, une solution intéressante car il va garantir l'alignement de plusieurs dimensions immobilières, logistiques, systèmes d'information, achats, de tous ces acteurs qui sont essentiels. Pour conclure, la robotisation et l'automatisation doivent devenir des nouveaux standards de la logistique hospitalière. On ne peut plus ignorer cette tendance, à mon sens, et adopter des innovations robotiques. C'est aussi faire de notre établissement un pilier en termes de logistique hospitalière, d'optimisation, et c'est une vraie force. Profitez également de tous les acteurs clés du secteur, dont Mealwine, pour pousser vos projets à leur plein potentiel. Reims, Nantes, Nancy, on l'a vu, l'ont déjà fait. Il existe des solutions de financement adaptées à vos projets, à vos budgets, ce qui élimine finalement toute excuse pour ne pas poursuivre l'innovation au sein de vos projets. Nous, on continue à la NAP de travailler sur la logistique et la logistique d'étage. On va bientôt publier une application pour évaluer les charges logistiques et administratives des soignants. Et cette application vous proposera des préconisations pour lisser cette charge et dimensionner les équipes RH. Un projet réussi, c'est un projet gagnant-gagnant pour tous les acteurs, toutes les parties prenantes et tous les acteurs de la chaîne. Continuez de vous questionner, c'est continuer d'avancer. Et je vous donne rendez-vous très bientôt à Santé Expo. D'ailleurs, vous retrouverez, si je ne dis pas de bêtises, Sacha, un des robots à Santé Expo, l'un des derniers robots à Santé Expo. Oui, effectivement, Lorena, deux robots d'ailleurs, donc notre fameux Exupimed qui est présent déjà dans l'établissement que nous avons cité lors de la présentation, mais également notre tout dernier modèle, l'Exupi Stacker. Je n'en dis pas plus, il sera sur le stand de la NAP et c'est un robot, vous le verrez, qui est formidable de par sa flexibilité. Je pense qu'il en impressionnera plus d'un et plus d'une. On a hâte. Super. On va pouvoir passer du coup aux questions-réponses. J'ai vu que quelques questions avaient déjà été posées. N'hésitez surtout pas. Les experts prendront plaisir à y répondre. Peut-être que Sacha, tu veux les prendre dans l'ordre? Allez, on va. Alors, Adrien qui pose la question, quid de la sécurité de la livraison des biens? Alors, Lorena en été a évoqué ce sujet, c'est que les robots sont équipés, alors lorsque c'est nécessaire, puisque nous avons toute une gamme de robots, d'armoires sécurisées qui donc, sont sécurisées
par ouverture, par badge, et naturellement qui sont compatibles, totalement compatibles avec les badges des établissements de santé pour éviter de multiplier les références de badge. Et dans l'éventualité que le personnel ait oublié son badge, nous pouvons doubler pour chaque personne avec un code personnel et qu'elle aura à tapoter, et que la personne aura à tapoter sur l'écran. Et sachant que nous pouvons, ce qu'on appelle, aller encore plus loin, c'est-à-dire contextualiser, par exemple, l'ouverture sécurisée, c'est-à-dire que la personne n'a le droit d'ouvrir que si que si le robot se trouve, par exemple, dans son service, que s'il se trouve dans son service à une certaine heure. Et nous avons même la possibilité de dupliquer le nombre d'armoires sur le robot pour si, par exemple, nous souhaitons transporter des stupéfiants et où là, seules des personnes ultra habilitées auront le droit d'ouvrir l'armoire dans laquelle aura été mis les stupéfiants, par exemple. Pareil, je vais répondre, donc je vais me permettre de répondre à la question suivante parce que c'est plutôt de mon côté. Est-ce que vous proposez des AMR reconditionnés? Alors, pas à date. Pourquoi pas à date? Parce que Luc, je suis désolé, mais à chaque fois que nous proposons la location, pour l'instant, à la fin, et bon, tant mieux pour nous, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais l'établissement ou l'industriel, hein, puisque nous proposons pour les deux, bah, décide d'acquérir la solution. Donc à chaque fois que nous mettons un robot en location, en réalité, in fine, l'entité bah, fait l'acquisition. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, il y aura un souci ou un autre, on ne sait pas, ce qui fait que le produit nous reviendra et à ce moment-là, on pourra effectivement le proposer de manière reconditionnée à un prix qui sera moindre naturellement. Toujours Luc qui pose une question, dans le cadre de l'allocation des contrats de maintenance, sont-ils inclus sont inclus, je l'imagine, mais pour l'acquisition, vous proposez, en plus de la garantie, différents niveaux de contrat de maintenance. Alors, pendant la location, tout est inclus, naturellement, vous n'occupez de rien, vous avez juste l'obligation, dans l'éventualité que vous souhaitez nous retourner le produit, que le produit soit en bon état, naturellement, c'est comme une location lorsque vous avez loué une voiture chez Avis, chez Hertz ou chez Europcar, hein, voilà, vous devez ramener le véhicule en bon état. Lorsque nous sommes en acquisition, effectivement, il y a une période de garantie qui est de 1 an, généralement, qui peut être en option sur 2 ans, et également des contrats de maintenance, qui sont plutôt des contrats de maintenance préventifs, avec la possibilité d'avoir une priorité sur les appels au bureau, sachant que lorsque, éventuellement, s'il existe un problème sur le robot, nous avons, si vous nous donnez l'autorisation, et pour tout dire, tout le monde nous donne l'autorisation, puisque nous garantissons les niveaux de sécurité, nous avons la possibilité de prendre la main à distance sur les machines pour vous aider. Généralement, on voit qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de connexions les 2-3 premiers mois. Pour tout vous dire, nous surveillons d'ailleurs de plus près les 2-3 premiers mois à chaque fois qu'une solution est déployée chez nos clients. Et ensuite, c'est naturel, hein, les gens s'habituent, comprennent, au moins d'appréhension, parce qu'il y a aussi le fait c'est une nouvelle machine, on a l'impression qu'elle est complexe parce qu'elle est intelligente, alors qu'en réalité, pas trop. Et finalement, au bout de quelques mois, bah, les choses sont totalement naturelles et les gens se débrouillent un peu sans nous. Donc, voilà. En fait, la plus grosse difficulté, Sacha, c'est la première acquisition. Après, Oui, après oui, Lorena, et on le voit bien avec le CHU de Nantes qui a fait l'acquisition de 2 robots qui travaillaient en journée, qui tout à fait. ensuite nous ont demandé de faire travailler en nuit, en week-end, et où là, ils disent, bon, bah, ok, maintenant on en vaut 2 de plus, et ainsi de suite. Et voilà. Effectivement, Voilà, c'est exactement ça. Ouais. ils l'ont fait. Alors, Olivier, je pense on répondra en direct parce que c'est une question qui est plutôt sur un partenariat de recherche et de projet. Donc là, moi, ce que je vous propose, Olivier, c'est qu'on revienne vers vous pour en discuter en direct ensemble. Et Jean-Marc, quel est le coût d'investissement bas, moyen, haut? Alors, nous savons, si vous voulez, que certainement, hein, qui assistent à cette conférence des confrères, donc on va pouvoir dire les choses, mais pas tout, il ne faut pas nous en vouloir, Jean-Marc, mais il faut que vous ayez en tête le coût d'acquisition et de mise en place complet moyen d'une machine est environ de 100 et quelques mille euros, un peu plus de 100 000. D'accord. Et sachant que donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, et je vous dis, hein, c'est une enveloppe par rapport à tout ce que vous allez demander, parce qu'à chaque fois, il y a des options. Il faut connecter les ascenseurs, il faut connecter les ouvertures de portes, des boîtes à boutons, etc. Après, n'oubliez pas que, effectivement, à part le contrat de maintenance, si vous décidez d'avoir un contrat de maintenance, vous ne payez
plus rien. Et c'est bien là l'avantage, c'est très très rapidement, effectivement, vous y retrouvez économiquement. On a une question qui a été posée dans le chat, il me semble. Est-ce que les AMR savent sortir et passer d'un bâtiment à l'autre? Alors, certains AMR, certainement, sauf que, et nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sortons pas des bâtiments dehors, nous passons d'un bâtiment à l'autre en utilisant les galeries, les sous-sols, d'accord? Pourquoi nous avons décidé de ne pas le faire? Parce que nous répondons à des exigences, et c'est notre métier d'industriel, hein, en termes de FMDS, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité machine, et que nous avons une exigence avec nous-mêmes, et c'est ce qui fait, et en toute humilité, je vous le dis, c'est vraiment vis-à-vis de l'équipe Meanwhile, 100% des clients Meanwhile, 100% des clients Meanwhile recommandent Meanwhile. Pourquoi? Parce que justement, nos machines sont hyper disponibles. Et elles sont hyper disponibles parce qu'il y a certains paris que nous préférons ne pas prendre, comme emmener nos robots dehors. Effectivement, par un temps radieux comme aujourd'hui sur Lyon, je ne sais pas quel est le temps chez nous, mais chez nous, il fait aujourd'hui très beau, nous avons cette chance-là. Le robot va pouvoir naviguer naturellement. À partir du moment où il y aura de la pluie, de la grêle, du gel, du brouillard, du vent avec des feuilles qui vont voler, etc., bah, le robot sera beaucoup moins performant jusqu'à peut-être s'arrêter au milieu de la cour entre deux bâtiments. Et ça sera insupportable pour les usagers, surtout si à l'intérieur du robot, il y a par exemple une poche de chimiothérapie. Donc oui, techniquement, c'est faisable. Après, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'effectivement, en termes de services fournis, est-ce que nous répondons au bon niveau d'exigence? Cela étant dit, dans les années futures, certainement, les choses vont très vite, et notamment poussées par le véhicule autonome, hein, qui n'est pas autonome aujourd'hui, hein, mais qu'on appelle véhicule autonome sur les routes. Euh, Certainement, à un moment donné, nous pourrons le faire. Et quand je dis que nous pourrons le faire, c'est qu'il y aura une pertinence technico-économique, c'est-à-dire que financièrement, il y aura des possibilités sans équiper le robot de capteurs ultra évolués qui, à eux seuls, aujourd'hui, valent le prix du robot. Demain, les choses, naturellement, vont évoluer et certainement d'ici quelques années, c'est-à-dire 3, 5 ans, les robots seront en capacité d'aller dehors. Attention, il y aura quand même un impact sur le niveau de prix, c'est indéniable. Merci pour ces réponses. N'hésitez pas surtout à poser vos questions, sinon on pourra donc conclure cette conférence. J'ai loupé peut-être l'info, mais quid de la batterie, du chargement et durée d'utilisation et durée de vie? Ah oui, très très bonne question, effectivement, nous ne l'avons pas évoqué. Alors, les robots, naturellement, sont équipés de batteries rechargeables, lithium, hein, ce sont des lithium-ion qui sont des batteries standards. Les batteries, aujourd'hui, nous, par rapport aux robots les plus anciens, donc notre premier robot a été installé en 2018, la batterie n'a toujours pas été changée. Vous voyez, la batterie n'a toujours pas été changée. Donc, la batterie a une durée de vie qui est supérieure à 6 ans. D'après donc le constructeur, le fournisseur de la batterie, la durée de vie est plutôt autour de 7 années. D'accord. Donc ça, déjà, c'est par rapport à sa durée de vie. Ensuite, le chargement de la batterie se fait de manière automatique. Le robot fait ce qu'on appelle dans notre jargon du biberonnage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est pas occupé, il va aller se charger. Et il y a un algorithme qui va optimiser le chargement dans le sens que pour favoriser la durée de vie de la batterie, nous allons faire attention que la batterie soit toujours chargée entre 20 et 80%. Et lorsque nous faisons une simulation pour calculer le nombre de robots qui vous est nécessaire, naturellement, nous partons sur les mêmes règles algorithmiques, et ce qui fait que lorsque nous informons que pour votre application, il vous faut 3 robots, c'est le temps de chargement compris. Les robots, aujourd'hui, en standard, se chargent ce qu'on appelle par contact, hein. Vous avez des petits chargeurs qui sont posés au sol et le robot, automatiquement, va venir se connecter physiquement au chargeur, tout ça, naturellement, en toute sécurité. Et nous avons développé une option qui est plutôt faite pour l'industrie. Enfin, nous, aujourd'hui, les demandes elles sont plutôt du côté des industriels, avec une possibilité de chargement par induction. Nous ne pensons pas que cette option soit vraiment, on va dire, utile dans le monde hospitalier, sachant que, attention, le chargement par induction, qui dit chargement par induction, dit attention au pacemaker, etc. Donc, pour autant, dans un hôpital, ça ne me semble pas pertinent.
Alors, il y a un spectateur anonyme qui nous demande comment voyez-vous l'évolution des fonctionnalités dans les AMR, des AMR dans les établissements de santé. Lorena, si tu veux bien, je vais commencer et tu pourrais peut-être éventuellement compléter parce que tu as ta vision, certainement, là-dessus. Donc, les AMR, alors si vous voulez, on ne l'a pas évoqué. Vous m'auriez posé la question, et c'est en lien, hein, vous m'auriez posé la question il y a 3 4 ans, je vous aurais dit, bon voilà, les AMR, ils vont évoluer, ils vont être plus rapides, plus intelligents, ils vont se profiler encore enfin, beaucoup plus facilement dans les services. Et il y aura deux mondes, celui des AMR et celui des AGV, qui vont être amenés à cohabiter. Alors, depuis une année et demie, à la vue de l'évolution des technologies liées aux AMR et des prix des AMR, je pense qu'en fait, les AMR vont répondre aussi bien à des transports légers, en allant directement dans les services, d'accord, pour les faire vraiment les derniers mètres, que dans les couloirs logistiques, là où on trouve aujourd'hui les AGV parce qu'ils n'ont le droit d'aller que dans les couloirs logistiques. Pourquoi? Parce que les AMR, aujourd'hui, nous avons des AMR qui sortent avec des capacités de charge d'une tonne et demie, donc de faire ce que fait aujourd'hui un AMR en termes de charge. Et pourquoi je pense que demain, il n'y aura plus que des AMR? Parce que les AMR, eux, contrairement aux AGV, ils sont capables de naviguer à la mode des AGV, avec ce système de sillon dont je vous ai parlé. Donc, on peut faire aujourd'hui basculer des AMR en AGV. Ça, on l'a déjà fait, nous, pour un client où, suivant les zones, on est soit en AGV, soit en AMR, parce que voilà, il y a des pertinences pour cela. Et surtout, parce que donc, au niveau de la compatibilité, la cohabitation entre les véhicules à transport léger et les véhicules à transport lourd, il y aura demain de plus en plus de cohabitation où les machines vont devoir se croiser énormément, emprunter les ascenseurs ensemble, etc., etc. Et que pour cela, il est quand même il y a plus il y a simple techniquement d'avoir une cohérence technologique au niveau des machines. Et je pense que demain, effectivement, nous allons retrouver, on va dire d'ici 3 à 5 ans, grand maximum, et plutôt 3 que 5, dans 3 ans, à mon sens, des établissements ont la capacité déjà de s'équiper avec une flotte totale d'AMR, aussi bien charge légère que charge lourde. Je ne sais pas si tu veux compléter la question, Lorena. La réponse. C'est assez clair. Je pense on espère que les AMR seront une réelle interface avec la logistique d'étage et le bras droit de cette logistique d'étage. On les espère de plus en plus polyvalents, de plus en plus flexibles, une montée en puissance au niveau des fonctions prises en charge. En fait, ces technologies, elles ne se limitent pas à optimiser non plus nos opérations, hein. Elles transforment également nos organisations, nos environnements de travail, elles rendent nos établissements plus efficaces et plus agréables pour tous les professionnels impliqués. Et on espère en voir dans les couloirs, parce que voir un AMR dans un couloir, bah déjà, ça surprend, mais positivement. On se dit, ah, on évolue, la santé évolue. Et je pense réellement que c'est une des perspectives d'évolution de la logistique hospitalière aujourd'hui. Très bien. Alors, on a toujours une question, à partir de quelle taille d'établissement la mise en place d'un AMR est-elle pertinente? Vous voyez le siège de Cholet, alors de manière très factuelle, le siège de Cholet, de mémoire, ça va être 600 lits. S'il y a quelqu'un du centre hospitalier de Cholet qui n'hésite pas à me contredire si ce n'est pas le cas, parce que je ne me rappelle plus si c'est 600 ou 900 lits. Moi, il me semble que ces 600 lits, ils ont aujourd'hui une machine et ils évoquent déjà la possibilité d'en mettre une deuxième. Et de manière moins factuelle, là, si vous voulez, c'est un sentiment lorsque je discute et je regarde autour de moi, je pense qu'à partir de 350, 400 lits, là, cela commence à devenir 682 lits, je vois. Bah, merci, merci Lorena. Donc voilà, donc, vous voyez, 680 lits, on évoque déjà deux machines. 350, 400 lits, une machine est totalement pertinente. Le plus pertinent, c'est vraiment d'essayer d'observer finalement votre personnel et de voir si régulièrement votre personnel sort de son service. Moi, pour tout vous dire, l'idée, je vais prendre un peu de temps là-dessus, l'idée originelle finalement de ce robot que vous voyez qui s'appelle l'Exit-Humaine date d'avril 2008, et pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est une idée de mon épouse
qui, en avril 2008, était infirmière aux urgences pédiatriques des Hospices civils de Lyon et qui a passé une nuit horrible de 12 heures, qui, à la fin de sa nuit de 12 heures, elle est rentrée à la maison et m'a parlé alors que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, parce que moi j'avais passé une bonne nuit, m'a expliqué son idée par rapport à ce robot qui pouvait vraiment, à sa place, aller chercher des médicaments ou transporter des échantillons de sang, parce que c'était deux problèmes de la soirée. Ben voilà, à partir du moment où vous avez du personnel qui sort de son service pour aller chercher des médicaments, pour aller amener des échantillons de sang, pour les poches de chimiothérapie, là, vous voyez, on parlait des poches de sang dans quelques semaines, quelques mois, bah, il faut que vous posiez la question parce que ce personnel, comme vous l'a dit Lorena, rien que pour sa santé mentale, pour ce qu'on appelle la QV TC maintenant, CT, merci Lorena, bah voilà, il est important de leur permettre de se refocaliser sur ce qui psychologiquement est le plus intéressant et l'important, c'est-à-dire le soin des patients. Merci. On va essayer de répondre rapidement aux trois dernières questions et on terminera. Alors, comment se mesure la rentabilité d'utilisation par jour, par robot, nombre de courses distance? C'est Jean-Marc qui pose la question. Lorena, je ne sais pas, par rapport au travail de la NAP, je sais pas si je pense que c'est toi qui es la plus légitime à répondre à cette question. La rentabilité au niveau de l'utilisation, alors déjà, ça va dépendre de la mutualisation de vos tournées. Comme on dit tout à l'heure, on a évoqué trois critères qui étaient hyper importants. Il faut les prendre en compte lorsque vous décidez d'automatiser ou de robotiser un transport ou une tâche. Il faut prendre en compte tous les flux qui se déplacent au sein de l'établissement. Et certes, si vous avez un ou deux transports par jour au niveau de son taux de charge, ce sera pas forcément nécessaire ce sera pas au niveau rentable, pardon, de faire appel à la robotisation, pardon. Nous, bientôt, on va pouvoir, et avec la NAP, déployer un outil qui va vous permettre vraiment de quantifier vos déplacements, le temps que vous prenez pour vous déplacer ou toute autre tâche logistique, mais notamment les transports et comment vous allez pouvoir les optimiser, pardon. Après, on peut aussi, sur la mesure de la rentabilité, ça dépend vraiment de la typologie de votre établissement, du nombre de lits, du nombre de transports. Mais il est calculable sans problème. Et on n'a pas j'ai pas en connaissance une limite en tête. Sacha, je sais pas si toi tu as des éléments précis à nous donner. Oh non, déjà, je pense que ta réponse est très Au bout de complète. 300 lits, c'est rentable, mais après on peut aller dans le détail. Oui, oui, non, mais c'est comme je dis, il faut regarder comment se comporte le patient, enfin, comment se comporte le personnel. Et il y a, enfin, voilà, la rentabilité, comment elle se mesure? Elle se mesure, on va dire, plus concrètement par le temps que vous rendez disponible, mais au-delà de ça, psychologiquement, l'impact qu'il y a C'est ça. sur le Le personnel. charme le charme de la logistique hospitalière, c'est qu'il n'y a pas un schéma, un standard d'un établissement à un autre. On a chacun notre typologie, chacun nos process, chacun nos flux. Et il faut les prendre, c'est dans une démarche projet, les identifier et vérifier on a bien évolué sur la solution, même s'il a été prouvé à partir de 300 lits, c'est possible, c'est rentable, mais il y a quand même à creuser selon votre établissement. Très bien. Je vais essayer de répondre rapidement aux deux questions qui sont des questions intéressantes encore. Pensez-vous que les EHPAD peuvent être intéressés par ce type de solution? Oui. Alors après, moi, ce que je vous demanderais au niveau des EHPAD, enfin, la remarque que je peux me permettre au niveau des EHPAD, c'est de ne pas partir sur... chacun voit midi à sa porte, et excusez-moi de prendre position sur ce sujet de telle manière, mais de ne pas infantiliser vos résidents. On voit trop de solutions de robotique qui sont plus des robots plutôt destinés on va dire à de l'amusement plutôt qu'au personnel.
au lieu de mettre, et si je peux me permettre, hein, au lieu de mettre des robots, et je ne dis pas que l'établissement, David, parce que c'est vous qui posez la question, votre établissement est dans ce cas-là, mais pour avoir vu des exemples, des établissements qui font l'acquisition de robots qui sont à destination des résidents pour leur faire passer du temps, je pense qu'il est important de mettre des robots à destination du personnel professionnel pour que le personnel professionnel puisse avoir du temps pour passer avec les résidents. Euh, Comme me l'a dit une personne qui m'est très chère il y a quelques années, je ne rêverais pas, lorsque je serai peut-être en maison de retraite, que des robots viennent à s'occuper de moi, parce que là, vous me poserez une question, c'est qu'est-ce que j'ai fait à l'humanité pour mériter ça? Donc voilà, faisons en sorte que les gens passent du temps avec des gens, tout simplement. Et nous, c'est notre métier. Adrien, vous posez encore une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'on peut ajouter une remorque alors, une remorque, bah, attention à l'aspect de sécurité. Si vous mettez une remorque qui est derrière, elle ne respectera pas ce qu'on appelle la directive machine. Et il faudra se poser la question de qui est responsable, c'est-à-dire à qui vous amènerez des oranges lorsque les roues du chariot que vous remorquez, parce que vous passez dans un couloir avec du public, bah, roulent sur les pieds de ce fameux petit enfant de 3 ans. Donc nous, de notre côté, nous avons une autre solution qui plutôt s'apparente à celle des tortues qui existent déjà, où vous allez prendre le chariot par en dessous, et contrairement aux tortues, parce que ce n'est pas le cas sur les tortues, parce que n'oublions pas que les tortues ne vont que dans les locaux logistiques, donc voilà, où les gens sont formés et vont faire attention aux tortues. Donc les AMR qui se comportent comme les tortues, c'est-à-dire qui vont prendre un chariot par en dessous et qui vont promener ce chariot en l'attrapant par-dessous, sécurise toute la zone du chariot et fait que, effectivement, il n'y a pas de possibilité d'accident avec un patient ou un visiteur, tout simplement. Donc, il est très important de faire attention à cet aspect sécuritaire, s'il vous plaît. Je vois, alors, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question. Je ne vois pas vraiment pourquoi on parle du nombre de lits. Ça dépend davantage des missions qui sont confiées à l'AMR, n'est-ce pas? Si on juge de la capacité d'investissement de l'établissement par rapport à un nombre de lits, on ne parle pas de répondre à un besoin. Moi, je suis en partie d'accord avec votre remarque. C'est bien pour ça que je vous ai dit, observez bien votre personnel. C'est bien votre personnel qui, en l'observant et en le questionnant, mais on va dire de manière très précise, parce que même le personnel ne se rend même plus compte finalement du temps qu'il passe en dehors de son service à courir à droite à gauche. C'est bien en observant le personnel et en lui posant des questions très précises que vous arriverez à faire ce travail et à comprendre effectivement si c'est rentable. Merci. On va clôturer cette conférence pour pas trop dépasser sur le timing. Merci à tous pour toutes vos questions. C'est très intéressant. Merci encore une fois, Lorena, d'avoir été présente. Merci, Sacha, Merci à vous. pour ton expertise. Je te laisse dire un petit mot sur les prochaines actualités de la NAP. De la NAP. Bah, on se retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le stand de la NAP G46 dans 2 semaines. En juin, on organise une journée sur comment financer sa transition écologique le mardi 25 juin 2024 au Beffroi de Montrouge. On vous invite à venir nombreux. C'est gratuit, c'est un événement gratuit. On organise également fin d'année une journée sur la gestion de parc. On vous donnera toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Et on vous invite également, si jamais vous avez des bonnes pratiques, des projets aussi d'automatisation, de robotisation, à nous contacter pour qu'on puisse mettre en valeur votre bonne pratique ou votre projet auprès de vos homologues, vos confrères. On est également disponible sur l'adresse mail paul-log@anap.fr. Merci à tous. Merci. Et je conclurai du coup sur nos 3 prochaines conférences du Printemps de la robotique. N'hésitez pas du coup à scanner le QR code pour vous inscrire si ces thématiques vous intéressent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les salons Sant'Expo et aux ARTLH. Nous serons notamment présents sur le stand de la NAP à Sant'Expo. Merci encore une fois à tous pour votre présence et merci à nos invités experts. Merci. Merci beaucoup. Merci encore Alexia, merci encore Lorena et à la NAP pour, comme je l'ai dit en introduction encore une fois, pour tout le travail et tout le soutien que vous apportez, notamment aux établissements de santé. Merci beaucoup. Bonne journée.